Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au dernier rendez-vous de l'actualité de l'année. Je suis Ania Boudjabou et avec mon collègue Loïc Copine-Cazu, nous allons traiter la question suivante. Faut-il revoir les allègements de charges bas salaire? Loïc, pourrais-tu nous dire en quoi cette question est-elle d'actualité? Oui, Ania. Alors, ce sujet est au cœur de l'actualité puisqu'il a relancé au sein du gouvernement un débat lors du projet de loi de financement pour la sécurité sociale 2024. Ce débat portait sur les allègements bas salaires et notamment sur leur conditionnalité à la conformité des minima branches au SMIC, mais également sur l'augmentation de leurs coûts du fait des revalorisations successives du SMIC. L'INSEE définit les bas salaires comme les salaires inférieurs à 2/3 du salaire médian. Les allègements de bas salaires visent à réduire les cotisations sociales employeurs pour diminuer le coût du travail. Ils sont apparus dès 1979 de manière ciblée sur certains publics, puis ils se sont généralisés en 1993 du fait d'un contexte de chômage inédit. Leur objectif était double. D'une part, réduire le coût du travail et d'autre part, favoriser les emplois peu qualifiés dont leur part dans l'emploi total décroissait tendanciellement. Progressivement, ces objectifs se sont élargis, notamment pour faire face à la compétitivité, ce qui explique l'évolution de leur seuil d'éligibilité. En 2005, les allègements correspondaient à une réduction générale des cotisations allant jusqu'à 1,6 SMIC, puis les baisses se sont étendues jusqu'à 3,5 SMIC en 2015. Malgré le fait que les allègements soient devenus le principal outil de la politique d'emploi et la quasi-norme en matière de prélèvement social, la théorie économique et les études empiriques démontrent que ces allègements ne sont pas toujours efficaces. Le coût d'une politique relativement inefficace est également d'évincer d'autres dépenses publiques qui, elles, pourraient être plus performantes et avoir des effets sociaux positifs. Le contexte économique et social amène à repenser cet outil. Tout d'abord, les allègements présentent un coût pour les finances publiques. En effet, ils représentent 80 milliards d'euros en 2022. Ils font de plus l'objet de hausses successives du fait des revalorisations du SMIC visant à préserver le pouvoir d'achat. Plus particulièrement, la fin du quoi qu'il en coûte implique une maîtrise accrue des dépenses publiques. En effet, la LPFP 2023-2027 prévoit en effet un retour du déficit public sous la barre des 3% du PIB, tandis que le déficit public de 2023 est estimé à 4,9% du PIB. De plus, la situation du marché du travail est particulière. En effet, on constate un changement de paradigme. Les employeurs font face à des difficultés croissantes de recrutement, ce qui amène à interroger les mesures de demande de travail telles que les allègements de charges bas salaire. Ce constat exige également une attention particulière sur les mesures d'offre de travail. Enfin, la France a besoin d'articuler au mieux les revalorisations du SMIC avec les allègements bas salaires et les leviers d'action pour augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs peu qualifiés pour lutter contre la pauvreté. Dans ce contexte, nous pouvons nous demander dans quelle mesure les allègements bas salaires doivent-ils être repensés pour répondre aux exigences de soutenabilité du système de protection sociale et pour répondre aux besoins actuels du marché du travail. Il sera intéressant dans un premier temps de constater que les allègements voués à lutter contre le chômage et à créer de l'emploi sont aujourd'hui controversés. Dans un deuxième temps, nous verrons que l'insuffisance des résultats des allègements amène à repenser la politique de l'emploi dans sa globalité. Loïc, dans un premier temps, pourrais-tu nous expliquer le lien qu'il existe entre les cotisations sociales, les allègements bas salaires et le financement de la protection sociale? Oui, Ania. Alors, le lien qui peut être fait, c'est bien évidemment celui de l'emploi, ou plus précisément des ressources issues du travail. Notre système de protection sociale est hybride, il est financé par différentes ressources, et notamment les cotisations sociales. Ces ressources se sont diversifiées au fur et à mesure. Mais les cotisations restent la principale source de financement de notre système. Elles sont passées de 83% en 1980 à 54% en 2022. Cela impacte notre système puisqu'il est en lien direct avec l'emploi. Ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres systèmes de protection sociale financés principalement par l'impôt, comme en Angleterre ou en Suède.
Si nous prenons l'exemple de la Suède, les cotisations sociales s'élèvent à 3,2% du PIB, alors que celles de la France sont à 15%. Notre pays présente donc une part de son PIB plus élevée que celle de la moyenne de l'Union européenne. Il dispose du 5e prélèvement obligatoire effectif au niveau des salaires médians les plus élevés. Donc, les allègements bas salaires visent à diminuer la taxation des revenus du travail, mais également, ils représentent une moindre recette pour la protection sociale. Mais alors, Ania, qu'est-ce qui a justifié leur mise en place ? Alors, dans les années 80, la France fait face à un chômage inédit qui s'inscrit dans le temps. Certains économistes associent le niveau élevé des taux de cotisation sociale et le chômage, initiant ainsi une bataille des charges. Le Conseil national du patronat français, qui est le MEDEF aujourd'hui, encourage la baisse des cotisations pour faciliter les embauches. Tout d'abord, si les premiers allègements ont été ciblés sur des publics particuliers tels que les apprentis en 1979, ils se sont élargis avec une politique d'allègements généraux à partir de 1993. À cette date, les allègements étaient limités à 1,2 SMIC. Ils se sont étendus à 1,6 SMIC en 2003. Le pacte de responsabilité de 2015 a renforcé l'allègement avec un dispositif zéro charge au niveau du SMIC et une baisse de cotisation allant jusqu'à 3,5 SMIC. Enfin, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a été supprimé et remplacé en 2019 par un allègement pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Les dispositifs successifs ont également poursuivi d'autres objectifs à celui de la création d'emplois. Loïc, pourrais-tu nous dire quels ont été les autres objectifs des allègements bas salaires ? Oui, effectivement, il y a eu d'autres objectifs. Au-delà de la création d'emplois, les allègements de bas salaires ont eu pour visée d'augmenter la compétitivité des entreprises françaises. Les cotisations sociales, quant à elles, ont longtemps été considérées comme un frein à cette dernière, mais également aux exportations de produits à l'étranger. De plus, ce haut taux de taxation aurait expliqué l'augmentation du chômage. C'est pourquoi le pacte de responsabilité et le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ont poursuivi un double objectif. D'une part, réduire le chômage et d'autre part, améliorer la compétitivité. En parallèle, il existe des exonérations ciblées sur certains publics ou certains secteurs qui représentent jusqu'à 2,6% des mesures totales. Elles disposent d'objectifs spécifiques tels que l'insertion sur le marché du travail avec par exemple l'illustration des contrats aidés. Donc, les allègements sont devenus les outils principaux de la politique d'emploi. Les exonérations, quant à elles, se sont largement diffusées au sein des entreprises pour concerner en 2022 plus de 12 millions de salariés. Toutefois, ces dispositifs font l'objet de débats quant à leur efficacité. Ania, pourrais-tu nous apporter des éléments d'explication ? Oui. Alors, la théorie économique et les études empiriques démontrent dans un premier temps un effet positif des allègements sur la création d'emplois peu qualifiés. Tout d'abord, les allègements ont pour objectif de limiter le chômage des travailleurs peu qualifiés et les conséquences d'un salaire minimum élevé. Le salaire minimum élevé limite l'ajustement des salaires et il est susceptible de créer du chômage lorsque la productivité du travailleur est inférieure à son coût pour l'employeur. En France, le salaire minimum est l'un des plus élevés parmi les membres de l'OCDE. De plus, la demande de travail est plus élastique au niveau des emplois peu qualifiés. Cela signifie que l'impact du coût du travail est plus important au niveau de ces qualifications. Enfin, ces derniers sont plus susceptibles de faire l'objet d'une substitution du capital au travail. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'a souligné plusieurs études. Si nous prenons l'Institut Montaigne, dans une étude de 2015, il a démontré qu'un accroissement du coût du travail de 1% au niveau du salaire moyen entraînerait une diminution de l'emploi de 3%. Une autre étude, en 2008, visait à comparer l'impact zéro charge au niveau du SMIC. D'une part, entre les entreprises de moins de 10 salariés qui en bénéficiaient, et d'autre part, pour les entreprises entre 10 et 13 salariés qui n'en bénéficiaient pas. Cette étude a montré que l'emploi est très sensible au niveau du coût du travail et notamment au niveau des bas salaires. Une autre étude vient confirmer cette analyse en soulignant que les mesures d'allègement bas salaire mises en place depuis les années 90 auraient permis de créer ou de sauvegarder jusqu'à 460 000 emplois.
Une autre étude, plus récente également, émanant de Stratégie France de 2020, indique que le CICE et le pacte de responsabilité auraient créé jusqu'à 100 000 emplois. Toutefois, la théorie souligne que les allègements présentent des limites. Tout d'abord, les études montrent que les allègements peuvent créer des effets de seuil. Ils encouragent les employeurs à maintenir des emplois peu rémunérés pour bénéficier d'un maximum des exonérations. Cela induit donc une trappe à bas salaire. De plus, la dégressivité des allègements aboutit à ce qu'une hausse de salaire de 1% entraîne une hausse du coût du travail de 1,4%. Par ailleurs, d'autres études montrent que les exonérations obtenues par les entreprises peuvent être utilisées non pas pour créer de l'emploi, mais pour augmenter le salaire net des salariés plus qualifiés. Cela a pu être observé au Chili, par exemple, lorsque l'État a voulu privatiser des pans entiers de sa sécurité sociale. La diminution générale des charges sociales a conduit à une augmentation du salaire net. Enfin, la demande de travail ne suffit pas à créer les conditions favorables à l'emploi. C'est en effet l'interaction entre l'offre de travail et la demande de travail qui produit les baisses des cotisations. La modification de la demande de travail ne se répercute pas toujours sur l'emploi, dans la mesure où son impact dépend également de la sensibilité au travail des ménages. Enfin, Loïc, pourrais-tu évoquer les effets pervers des allègements bas salaires ? Oui, Anya. Donc les allègements visent à rendre les emplois peu qualifiés compatibles avec un salaire minimum élevé en abaissant le coût du travail. Mais effectivement, ils peuvent avoir des effets pervers. Ils subventionnent à la fois le développement de secteurs caractérisés par une faible productivité et des emplois de faible qualité. De ce fait, la France n'a pas d'avantage comparatif. De plus, la logique défensive de l'emploi peu qualifié désinciterait à la fois la formation des salariés et leur montée en compétences. Donc, ces allègements représentent bel et bien un risque en termes d'investissement en capital humain. Ainsi, pour résumer, les allègements présentent des limites théoriques en matière de salaire, de création effective d'emplois et d'entretien de la croissance potentielle. Leurs évaluations montrent également que ces dispositifs mériteraient d'être repensés. Effectivement, Anya. Un premier point important, c'est que ces exonérations représentent un manque à gagner pour l'État, mais aussi pour la protection sociale. Si un système de compensation a été mis en place entre l'État et les organismes de sécurité sociale en 1994 par la loi Veil, ce principe est revu par la loi organique de 2005 en prévoyant un système de dérogation. Toutefois, je tiens à préciser que cette non-compensation ne concerne que les allègements bas salaires instaurés avant 1994. Toutefois, en 2022, leur montant atteint 2,5 milliards d'euros, soit une hausse de plus de 10% par rapport à 2021, alors même que le déficit des régimes de sécurité sociale prévus en PLFSS 2024 est de 11,2 milliards. De plus, le SMIC fait actuellement l'objet d'hausses successives pour faire face à l'inflation et pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. Cette hausse entretient le coût des allègements bas salaires car ces derniers sont indexés au SMIC. Le SMIC a en effet augmenté de près de 13,5% entre janvier 2021 et mai 2023. Cette situation resserre la hiérarchie des salaires et augmente la masse salariale éligible à ces allègements bas salaires. Par conséquent, le coût des allègements a augmenté de 14,5% en 2022, rien que pour le seul régime général. Mais Anya, qu'en est-il de la compétitivité de l'économie française ? Alors, les allègements n'ont pas amélioré le positionnement économique de la France. En effet, les allègements n'ont pas permis de gains de compétitivité hors prix et une hausse des exportations. En effet, si la baisse du coût du travail a été considérée comme un moyen de garantir la compétitivité prix de l'industrie et des exportations, la France n'a pas su construire un secteur productif de haute qualité qui requiert formation et investissement dans la recherche et le développement. Elle se retrouve en concurrence autour de mêmes produits avec des pays qui ne disposent quasiment pas de protection sociale. Cela explique que les parts de marché de la France ne se soient pas redressées. À titre de comparaison, la stratégie de l'Allemagne est très différente, car elle s'est conduite sur une baisse du coût du travail des secteurs qui étaient abrités de la concurrence,
ce qui a permis une montée en gamme des produits qui, eux, étaient soumis à la concurrence internationale. Enfin, les allègements ont favorisé le développement d'emplois à faible qualité, car cette priorité donnée à la compétitivité prix a encouragé le recours au travail sous-traité, à l'intérim et à la multiplication des CDD. Loïc, quelles ont été les autres évaluations en matière de création d'emplois? Alors, je répondrai à ta question en 4 points. Le premier concerne les conditions de mise en œuvre des réformes qui peuvent altérer leur effet même sur l'emploi. En effet, l'instabilité des mesures nuit à leur lisibilité au niveau des entreprises. Or, depuis 2012, une succession de réformes a eu lieu, ce qui n'est pas gage d'efficacité. Le deuxième point, c'est que les allègements de charges ne créent pas davantage d'emplois lorsqu'ils sont au-delà de 2,5 SMIC. Ces derniers se traduisent par des augmentations de salaire qui attiseraient la concurrence des autres entreprises en matière de recrutement. D'autres études sont davantage sceptiques concernant les exonérations comprises entre 1,6 et 2,5 SMIC. Le troisième point concerne l'imprécision du nombre d'emplois créés. Plusieurs études montrent que les travaux existants sont peu convaincants car les variations sur l'emploi sont influencées par des facteurs exogènes. Ces études soulignent une difficulté à identifier un impact causal du coût du travail sur l'emploi. Pour répondre à ce manque d'évaluation, l'encadrement a été renforcé en LPFP 2014-2019. Ainsi, les niches sociales sont désormais bornées à 3 ans en LFSS 2024 et leur évaluation est rendue obligatoire 6 mois avant la fin de ce délai de 3 ans. Et enfin, le quatrième point concerne les exonérations ciblées. En effet, certaines évaluations ne permettent pas d'attester l'efficacité des exonérations relevant de la politique de la ville, par exemple. Prenons les zones franches urbaines. Elles bénéficient d'exonérations spécifiques en matière d'emploi. Toutefois, le taux de chômage ne s'est pas amélioré. Il est toujours 2,7 fois supérieur à la moyenne nationale. Pour résumer, le bilan des allègements est controversé. Le débat sur leur efficacité mériterait d'être poursuivi, notamment pour répondre aux exigences de la maîtrise des dépenses publiques. Par ailleurs, le dynamisme actuel de la masse salariale ainsi que les tensions de recrutement sont favorables à une revue de ces allègements. Quelles seraient les pistes d'action, Loïc ? Alors, avant de répondre à ta question, Ania, je tiens à souligner qu'une suppression totale des allègements bas salaires n'est pas considérée comme une option tenable sur le plan politique et économique actuellement, notamment du fait de la situation déficitaire de la France. Pour contenir la hausse des dépenses, il est proposé de supprimer l'indexation des allègements bas salaires au SMIC. Le plafond d'éligibilité pourrait être ainsi exprimé en nominal. Cela éviterait des augmentations successives des seuils d'éligibilité provoquées par les revalorisations du SMIC. Ces montants pourraient d'ailleurs être fixés par décret. En parallèle, des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat pourraient être articulées avec les revalorisations du SMIC. D'ailleurs, la Première ministre a annoncé vouloir confier une mission sur les exonérations sociales à un groupe d'experts. L'objectif ici est d'analyser les interactions entre d'une part les exonérations, d'autre part les salaires et enfin la prime d'activité. Dans un deuxième temps, il serait intéressant de systématiser les évaluations indépendantes prouvant de l'efficacité des allègements bas salaires pour pérenniser le dispositif. C'est ce que propose le rapport Ferrassi-Gedge de 2023. Ensuite, il conviendrait de remettre en cause les allègements au-delà du seuil de 2,5 SMIC, dans un premier temps, car les études sont unanimes quant à leur faible élasticité. Il serait possible de les abandonner pour le prochain budget. Leur inefficacité est d'autant plus marquée que les difficultés de recrutement sont fortes. Une autre piste est de cibler les dispositifs d'exonération sur les plus petites entreprises et sur les seuls 500 ou 1000 premiers emplois afin d'en limiter le coût pour les finances publiques et pour concentrer les mesures sur les PME qui représentent une part prépondérante dans la création d'emplois en France. D'autres instruments, tels que la baisse des impôts de production, sont sans doute plus efficaces pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Aujourd'hui, un consensus permet de dire qu'ils sont sans doute
plus efficace qu'une baisse du coût du travail au-delà de 2,5 SMIC. Enfin, de nouveaux débats sur le conditionnement de l'aide à des objectifs sociaux apparaissent. S'ils existent déjà, comme l'engagement à une négociation annuelle sur les salaires, de nouvelles conditionnalités sont actuellement envisagées, telles que le recrutement, la conformité du minima branche au niveau du SMIC. Néanmoins, ces recommandations s'éloignent de la bonne pratique d'un outil par objectif. Ce qui m'amène à te poser la question suivante, Ania. Ne faudrait-il pas que la France revoie sa stratégie de dépenses socio-fiscales ? Oui, en effet, il serait intéressant d'aller sur une stratégie de la qualité de l'emploi et non plus de low cost. Elle diminuerait le subventionnement des secteurs caractérisés par une faible productivité et des emplois de faible qualité dans lesquels la France n'a pas toujours d'avantages comparatifs. Cette stratégie peut s'inspirer des modèles allemands et nordiques qui investissent dans la formation et les bonnes conditions de travail. Cela passerait par un remplacement d'une partie des dépenses fiscales par le financement direct par l'État d'emplois de qualité, répondant aux besoins sociaux spécifiques. Les emplois de qualité dans le secteur de la petite enfance et de l'aide aux personnes âgées en perte d'autonomie relèvent d'une logique d'investissement social. En effet, le rapport El Khomri, par exemple, soulève un manque d'attractivité de ces emplois. Les conditions de travail sont en effet difficiles et le faible salaire n'attire pas les candidats. De plus, la mise en place du service public de la petite enfance nécessite de répondre aux défis de l'attractivité des métiers, comme l'a récemment indiqué la Première ministre. Enfin, Loïc, comment pourrait-on adopter une politique de l'emploi plus globale ? Alors Ania, il me semble indispensable de globaliser cette politique. Aujourd'hui, il faudrait apporter une attention particulière, non plus simplement à la demande du travail, mais aussi à l'offre de travail. Le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises évoque d'ailleurs, je cite, que le système actuel d'aide au retour à l'emploi inflige sa complexité aux personnes comme aux entreprises, ainsi qu'à tous les professionnels qui les accompagnent. Nous avons pu identifier 4 leviers pour tenter de globaliser cette politique. Le premier serait la simplification de l'aide au retour à l'emploi. La création de France Travail vise à améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi et à renforcer l'accompagnement des entreprises dans le recrutement. À travers ce réseau, chaque entreprise pourrait disposer d'un interlocuteur privilégié dans le cadre d'une offre de services spécifique. Le deuxième levier serait le renforcement de l'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi. Si nous prenons l'exemple des bénéficiaires du RSA, les préconisations émises par l'IGAS et la Cour des comptes concernant l'accompagnement individualisé, adapté, individualisé, adapté et renforcé de ce public vont se mettre en place. Un contrat d'engagement réciproque unique sera signé obligatoirement et des parcours d'accompagnement intensifs seront prévus à cet effet. Enfin, les 4e et 3e leviers s'orientent sur la formation. Concernant la formation initiale, l'investissement doit se poursuivre en mettant l'accent sur l'apprentissage et l'alternance. Dans cette visée, la France et l'Allemagne ont d'ailleurs signé en juillet 2023 un accord sur l'apprentissage transfrontalier visant à la formation professionnelle et à la mobilité internationale. Concernant la formation continue, les différentes réformes du compte personnel de formation créé en 2015 illustrent la volonté du gouvernement de permettre aux salariés de choisir leur avenir professionnel et de gagner en compétences, notamment en se formant tout au long de leur carrière. Toutefois, ces leviers de formation doivent cependant être en corrélation avec l'évolution des besoins économiques et sociaux de notre pays et, autre chose, être orientés vers un secteur d'avenir comme les énergies vertes pour favoriser la transition écologique ou encore des métiers de l'informatique pour contribuer au développement de l'intelligence artificielle ou encore lutter contre la cybercriminalité. Pour conclure, Ania, un dernier mot ? Alors, pour conclure, les allègements ont longtemps été justifiés par un coût de travail relativement élevé et par une défense des emplois peu qualifiés. Ils représentent un coût élevé pour les finances publiques et ils n'ont pas produit les effets attendus. Ces allègements doivent être repensés au regard de la maîtrise de la dépense publique et des besoins actuels du marché du travail. Je vous remercie. Merci.